Bonsoir à tous. La France assure-t-elle, comme elle s'y est engagée, une protection aux mineurs isolés étrangers lorsqu'ils arrivent sur son territoire? On va se poser la question ce soir dans Droit de Suite. Pour commencer, récit d'une jeunesse exilée, un documentaire tourné à Marseille pour suivre de jeunes migrants débarquant dans notre pays. On y découvre aussi les structures, les éducateurs, les médecins qui sont en première ligne pour les accueillir dans des conditions, vous allez le voir, souvent extrêmement difficiles. Puis son réalisateur Rachid Oujdi, le député Erwan Binet, le sénateur François-Noël Buffet et la juriste Aurélie Guiton seront à mes côtés pour s'interroger sur le sort des enfants seuls immigrés dans notre pays. Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Comment définir l'âge des mineurs isolés étrangers? En tout cas, pas en regardant une radio de la main et du poignet, dit le réseau Éducation sans frontières. L'association a lancé il y a un mois une pétition qui réclame la suppression de ces examens osseux pour les jeunes migrants. Cet appel publié dans Le Monde a recueilli plus de 10 000 signatures. Bonjour Mathilde Dehimi. Bonjour Patrick. Ce qui est nouveau, c'est que parmi les signataires, on trouve de plus en plus de médecins et de radiologues. Oui, car ils ont l'impression de se retrouver en première ligne. Dans les faits, ils ne sont consultés qu'à l'issue d'un parcours administratif qui débute avec la vérification des papiers de ces jeunes migrants. On les interroge sur leur histoire. Et si ça ne semble pas crédible, le parquet demande ce fameux test osseux, pourtant imprécis. Katia Chaumoître est chef du service imagerie. Je suis arrivé en France, j'étais encore un enfant. On pense que la France c'est le paradis, alors qu'en arrivant en France, on voit que la France c'est pas le paradis. Donc je me suis trouvé en galère. Psychologiquement aussi, c'était difficile. La famille me manquait beaucoup. J'imaginais que la France, c'était un bel pays, on pouvait gagner facilement de l'argent, de l'envoyer de l'argent à la famille. Mais alors non, c'était pas ça. Je me suis lancé dans le métier d'interprète. J'ai fait des récits avec des mineurs isolés. Donc, oui, il y a des histoires qui ressemblent à mon histoire. À l'intérieur, ça bouge, oui. Des histoires, ça touche. L'histoire, ça touche, oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tu le sais ou pas? Biliyor musun? Dis-moi ce que tu sais déjà. Il dit qu'il va parler de son histoire Ouais, et tu vas l'écrire. ouais. Evet. Et est-ce qu'il sait pourquoi faire? Biliyor musun niçin? Ne için yani bilmiyorum ki abi. Il ne sait pas pourquoi. D'accord. Alors là, c'est un moment important dans ton histoire, hein, Bu senin hikayende çok önemli bir an. puisque tu es arrivé en France il y a 2 mois et 10 jours. Depuis, tu es avec nous sur le Samena. Il va falloir que tu me parles de ton parcours, il va falloir que tu me parles de ta famille. C'est un peu intrusif, mais bon, c'est comme ça. Je suis obligé d'avoir le maximum d'éléments pour expliquer au juge pourquoi tu es venu en France et pourquoi tu as envie d'y rester. Alors, je te sens un peu tendu, donc il va falloir se détendre, garçon. C'est T'es pas dans un tribunal ici. Burası mahkeme değil. Biraz kendini sıkıyorsun gibi görüyorum diyor. Yok abi zaten inan ki hala zaten öyle oturuyorum her şeyim böyle. Benim ablam 2 senedir daha çıktı. Onun için böyleyim yani eskiden çok iyiydim. Bekle. Il dit que depuis le départ de sa sœur, il dit qu'elle est partie joindre une organisation dans les montagnes. Il dit que depuis le départ de sa sœur, il est comme ça. Il a laissé ses parents et son pays derrière lui. C'est à cause de la violence qu'il a quitté son pays.
Nous, ce qu'on fait, ce sont des notes d'aide à la décision. Notre boulot, c'est d'aider le magistrat à prendre la décision de justice la plus juste, la plus proche de la réalité du jeune. Il est très difficile d'accompagner des jeunes qui sont dans une grande précarité. Il y a à Marseille des réseaux communautaires qui sont bienveillants et heureusement qu'on les a parce qu'ils aident ces jeunes dans le temps de l'arrivée, en attendant les procédures, et on travaille avec eux. Il y a aussi des réseaux à Marseille qui ne sont pas du tout bienveillants, des réseaux d'exploitation, des réseaux de traite. Donc on a des jeunes qui sont en risque de prostitution, on a des jeunes qui sont en exploitation, pas en risque mais en exploitation. Tu pourras venir, on est ouvert 3 fois par semaine, on va te donner les horaires et au bout d'un certain temps de présence ici, on fera une évaluation sociale et éducative. Voilà, bienvenue, prends un café, là t'as du café, t'as du thé, t'as du... On refait une case ici et on met le texte là. D'accord? Et on dessine ce qui se passe. C'est bon. Sauvegarde de téléphone rapide. Un couteau. Ah, ça. Ah oui, c'est un couteau. C'est vrai, t'as fait ça? Oui. Ton père? Comme ça? Oui. Pour rien? Je ne vois pas du tout. Son père buvait. Ah, oui. C'est pas vrai. La vérité, c'est vrai. Au Maroc, j'ai fait presque plus d'un an en Ador à la forêt de Gorogo pour essayer d'entrer en Melilla. J'ai escaladé les 3 barrières. C'était pas la première fois que j'entre et ils me mettent dehors. Nous sommes tellement nombreux, nous sommes 400. On a couru, on n'est plus resté sur la barrière comme avant. Je m'appelle Ibrahim. J'ai 16 ans. Je suis né en Turquie. Je suis arrivé à Paris. Et puis, de Paris à Marseille, j'ai trouvé mon frère. J'ai pas de papiers ici. Je n'arrive même pas à travailler. Je dois retourner vivre en Turquie. Mais moi, je viens d'arriver. Frère, qui va s'occuper de moi? Si vous me demandez pourquoi je suis venu en France, c'est parce qu'ici, on respecte les droits de l'homme et les droits des enfants. मेरा जो सनम है जरा बेरहम है देख के मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो कहीं न फिर दे Je m'appelle Mohamed Ara, j'ai 16 ans, je viens d'Afghanistan. J'ai perdu mon père dans mon pays. Je suis parti avec mon frère. C'est au long de chemin que j'ai perdu aussi mon frère. Nous devons monter dans un bateau. Il y avait certains qui étaient déjà montés, d'autres pas encore. Il y avait une panique. Tout le monde courait dans tous les sens. Les gens disaient qu'il y a la police. Donc il y en avait 12 personnes déjà dans le bateau et le bateau a démarré. Et donc moi je suis resté dans le bateau. Donc mon frère il n'a pas pu prendre le bateau. Depuis 5 ou 6 mois ou 7 mois, il n'a plus de nouvelles de son frère. Après 18 ans. En tant que mineur, donc de moins de 18 ans, vous n'avez pas besoin de documents, de titre de séjour pour pouvoir rester en France. Dans la loi, c'est la loi de la protection de l'enfance, protection de l'enfance en danger. Vous devez être immédiatement, à partir du moment où vous êtes considéré comme mineur isolé étranger,
devez être immédiatement mis à l'abri. Pourquoi ça prend du temps? C'est peut-être une des raisons. C'est que vous, en tant que mineur isolé étranger, on va d'abord évaluer votre situation. On va évaluer si vous êtes vraiment mineur, on va évaluer si vous êtes vraiment isolé, et on va évaluer si vous êtes vraiment étranger. Vous êtes en danger puisque vous êtes isolé, vous êtes mineur en danger, donc il y a aussi des mineurs en danger français, c'est la même loi qui s'applique à vous. Arsalan disait que vous avez parlé d'une loi, qui est une loi qui normalement dit voilà, qu'une personne doit être protégée, qu'il soit français ou mineur étranger. Ça fait 2 mois et demi qu'ils attendent, toujours en danger, dans la rue, et pourquoi ils n'ont pas un endroit pour être protégés. Ils veulent juste savoir quand est-ce qu'ils peuvent avoir une place, finalement, parce qu'ils pensent que la demande a été faite par le Samena, mais il n'a aucune nouvelle depuis. Il dit que quand il est arrivé ici, il n'avait pas l'extrait de naissance. Et Thierry lui a dit qu'on ne peut pas te prendre sans l'extrait de naissance. Donc il a pu joindre ses parents au Mali. Ils lui ont envoyé un extrait de naissance. Mais malgré l'extrait de naissance, le Samena ne s'est pas occupé de lui. Finalement, il est allé chercher un avocat et le juge d'enfant a ordonné un placement. Mais c'est une question de temps, quoi. Il va être placé. Le juge a ordonné à faire des expertises osseuses pour prouver que vraiment il a 16 ans. Et d'abord Baba. Oui, Baba dit que là où ils vont le soir pour manger, c'est le Croix-Rouge, ils disent qu'ils sont mineurs, ils n'ont pas droit d'aller manger là-bas, c'est pour les adultes qui sont dehors comme ça, c'est à eux de venir manger là-bas. Eux, ils sont mineurs, c'est pas à eux de leur donner à manger. Mais après, ils ont pitié d'eux, ils leur donnent quand même. Il pose une autre question, il demande, parce que vous avez dit que c'est le juge d'enfant qui évolue les dossiers, il demande s'il n'y a pas suffisamment de juges d'enfants pour que ça aille plus vite. Il dit, sinon, demain, on va avoir 18 ans, tout sera terminé. Et du coup, il y a... Voilà. Samena ne peut pas absorber la totalité des jeunes mineurs isolés qui arrivent sur Marseille. On a une capacité d'accueil à 21 jeunes. Il arrive qu'on ait 45 jeunes sur certains accueils. Donc quand on est dans ce type de configuration, le Samena, ça devient très compliqué de respecter les délais, notamment en termes d'évaluation. Nous, on les déplore, les délais trop longs, hein. On les déplore. Parce que l'objectif du Samena, c'est pas de garder des gamins 3 mois sur le service. Par moment, oui, je suis en colère parce que je me dis, pour un si petit nombre d'enfants, comment on n'arrive pas à trouver les solutions? Mais j'ai pas la réponse. Tu me rappelles comment ça s'est passé le premier jour où tu t'es douché au Samena? Ouais, il y a 3 mois. Ça faisait 3 mois que tu t'étais pas lavé. L'eau chaude, ça fait du bien aussi, ça relâche le corps. Doucement, doucement. Doucement, doucement. On est en train d'attendre une réponse pour que tu puisses aller en foyer. Mais en attendant, Omar, qu'on ait la réponse et que tu fasses la visite au foyer et que tu commences ton projet, je sais que tu souffres. Aujourd'hui, tu es arrivé ce matin. Tu étais complètement KO parce que tu n'avais pas dormi de la nuit. Tu as marché toute la nuit, tu m'as dit, non? Tu t'es pas reposé. Non, ouais. Tu t'es pas reposé. Sacha, normal, Sacha, Et le jeune, là, qui est venu tout à l'heure, qui s'est assis à côté de toi, qui t'a parlé, c'est quelqu'un que tu connais du squat ou pas? Non, il y a des bagarres dans le squat. Comment? Il y a beaucoup de bagarres dans le squat. Oui, je sais. Mais cette personne-là, tu l'as connue où? Il a dit comme ça, viens les voler, viens. Bien volé, c'est ça qu'il t'a dit. Comme ça. Et il faut que je te pose la question pour que tu me le dises. Cette personne-là, qu'on va reprendre de voler là dès qu'on arrive, parce qu'elle te propose de voler, ça fait combien de temps qu'elle te propose ça? Cette personne-là, ça fait combien de temps, Omar? Il y a 1 mois. Il y a 1 mois? Ouais. Je suis ton éducatrice référente, tu sais ce que ça veut dire ou pas? Est-ce que tu sais à quoi je sers, Omar? Quel est mon rôle là? Je sais pas. Tu sais pas? Voilà. Je veux un coup de main, Maria. Je veux un coup de main.
On sait comment faire pour te protéger, pour pas que tu tombes dans le réseau. On sait, c'est notre métier de faire ça. Alors fais-nous confiance et dis-nous quand les choses elles vont pas. D'accord. Ok. Bon, regarde. C'est ici où on va aller. Image, il y a un S, et après, c'est le... A-U. A-N, sans T. Santé. Voilà. Voilà. Bonjour. Alors, c'est une association ici qui travaille avec des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Alors, c'est entièrement gratuit. C'est entièrement anonyme. Ça veut dire quoi, anonyme? Il n'y a pas de papier. Alors, oui, anonyme, ça veut dire qu'on s'en fout de comment tu t'appelles, on s'en fout de ça. On va pas te demander des papiers pour que tu viennes ici. Ok? Je sais. Anonyme, c'est confidentiel. Ça veut dire quoi, confidentiel? Je sais pas. Je t'avais expliqué hier. Ça veut dire que tu peux lui dire des choses de ta vie que tu nous as pas dit à nous. Elle va garder des informations. C'est secret. Parce que c'est secret, exactement. C'est confidentiel, c'est secret. Dans ce lieu-là, tu as des psychologues, tu as des médecins. Je vais, ouais. Tu veux quoi? Je vais psychologue. Tu veux voir un psychologue? Je veux un médecin. Alors, tu as des psychologues, tu as des médecins et tu as aussi un éducateur, un travailleur social, ici. Oui. La ville, le département, l'État, les autorités tolèrent que des jeunes de 16 ans passent 6 mois à la rue. C'est révoltant. C'est révoltant. En tant que citoyen, on se dit, mais ce jeune, je vais le ramener chez moi, quoi. Je vais lui donner à bouffer, je vais le faire dormir, donner une douche, puis après quoi? Après quoi? Après quoi si les autorités ne font pas leur boulot? Après, il n'y a plus que l'initiative citoyenne. La création d'un réseau citoyen qui permette un hébergement, qui permette une prise en charge, en attendant que l'aide sociale à l'enfance fasse son boulot. En fait, on est tous assez démunis parce qu'on voit ce drame qui se passe sous nos yeux et il y a pas de pour l'instant, on n'a pas de solution. On ne comprend pas pourquoi en fait la minorité, tant qu'on ne sait pas qu'ils sont majeurs, on ne considère pas du coup qu'en attendant ils sont mineurs. Et dans ces cas-là, pourquoi c'est pas la minorité qui passe en premier au niveau juridique pour pouvoir accéder à une mise à l'abri? N'importe quel mineur français qui est dehors, il va être mis à l'abri directement, quoi. Là, on est dans cette attente-là. C'est comme si, en fait, le fait qu'il soit étranger, eh ben, ça passait devant le fait qu'il soit mineur. Enfin, moi, en fait, vraiment, avant de faire ce travail-là, je pensais même pas que ça existait, quoi. Que c'était possible. Enfin, dans l'idée générale, quoi. Un mineur à la rue, non, en fait, ça n'existe pas. Mais là, on est tous hors la loi, en fait. On est tous hors la loi. Et nous, on est obligés de l'être aussi, parce qu'on les voit, les jeunes, et qu'on ne les met pas à l'abri. On ne peut pas déterminer au regard l'âge de quelqu'un. Et comme bien entendu dans cette problématique des mineurs isolés étrangers, la question c'est la minorité, il faut que les autorités décident il a moins ou plus de 18 ans. Et donc les autorités se sont emparées d'un certain nombre de tests, oui c'est le mot, hein, qui sont connus pour n'avoir aucune valeur. Le test osseux a une approximation d'une quinzaine de mois. Donc quand on s'annonce comme ayant 17 ans, le test osseux peut aller de 15 à 19, quoi, en gros. 15 à 19. Donc l'autorité judiciaire peut s'emparer du résultat en disant, voilà, moi j'ai ce résultat-là, pour moi il est majeur, donc je l'exclus du dispositif de l'ASE. On nage en plein délire, quoi. Alors après, il y a l'apparence physique. Certains médecins se prêtent au jeu, par exemple, de l'observation des poils pubiens, ou du développement des seins chez les filles, ou développement des organes génitaux. Qu'en est-il de la pudeur, quoi? Et encore, de toute façon, ça reste subjectif. Il n'y a aucun élément objectif
pour établir l'âge d'une personne. Et pourquoi ces tests continuent alors? Bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Didier. Bonjour. Allez, venez. C'est l'extrême violence de l'exil que m'ont montré ces jeunes. Et cette rupture extrêmement violente, je l'ai sentie chez ces jeunes comme une amputation. Donc comment se reconstruire une fois qu'il manque quelque chose? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Profitez, quoi. If you have any questions you would like to ask me, now's the time. I have a question. My educator, Silva, said it is not easy for me when I'm 18 years to give me permit to stay in this country. Mon éducateur, Sylvain, il m'a dit qu'une fois que j'aurai mes 18 ans, que ça serait compliqué de rester ici en France, d'avoir un titre de séjour. Ah oui, moi je parlais d'une question sur votre santé, sur le corps, sur ce que vous ressentiez, si vous aviez... Mais ça, j'ai pas de réponse là, c'est pas moi qui ai la réponse à cela. I was asking you more about your health, because in fact, for all of them, I don't have an answer about your question, I'm afraid. Ah, santé avec moi. Do you have any questions about your health or about your body? Ok. Et vous dormez bien? Ah, je dors bien. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Is it alright? Is it a good French? Ça marche pas bien. Yeah. Eh oui. Eh oui. Je m'appelle Omar, j'ai 15 ans. J'ai parti au bled en Algérie parce qu'il y a des misères au bled. Là-bas, Italienne, l'Allemagne, la France. 4 mois. حبسوها طريق ما خلونيش نفوتو. طاليان حكموني كما نقولوا حكموني قالوا لي ريح هنا حتى حنا نعطوك لورد تشوفوا كي عطاوني لورد خرجت. J'ai entré à Marseille le 6 novembre. Je dors dans un squat. Il y a 4 personnes, des grands. Il y a Hugra, il y a... Je ne dormais pas, wallah. Parce qu'il est froid. Tous les jours fatigué, tous les jours. Mais j'ai rien à dire. Parce qu'on n'est père ni mère. Les maisons, on est... بالك اليوم راني حي غدوة راني ميت. Attends. Tous les jours, attends. Mais j'en ai marre. Papa et maman, كما نقولوا ما ربونيش. Tu vois? Parce que papa, il est alcoolique. Des fois يضربني, des fois. كانت غدني عمري صغير. زعما الناس تروح ليكول bien habillé. Mais moi, Un entretien complet avec un jeune pendant 1h30. Mais nous, il a fait des propositions à Omar, le petit jeune qui a une grande difficulté là. Et Omar s'en est plein en arrière. D'accord. Très clairement, il a proposé le business quoi. Il lui a dit t'as pas d'argent, t'as rien du tout, viens avec moi, je vais te faire bosser. Écoute-moi, tu me le montres, moi je vais t'appeler. Ouais, bon, c'est pas dit qu'on le trouve, hein, mais on verra bien. Tu es au départ là? Ah d'accord, bon, on arrive dans 10 minutes. Tu peux nous attendre en bas des grands escaliers là? Et t'as dit vers où il squatte? Non, mais c'est pour ça que je veux voir.
Et son squat, il peut y accéder en journée aussi aisément que la nuit? Donc, il m'a dit qu'il n'avait pas d'affaires à l'extérieur. Alors est-ce que c'est au parking? D'accord. De taxi, je sais pas, on va voir. C'est très très moyen là-bas. Très très moyen. On fait une tour de gare en même temps? D'après ce qu'ils nous disent, il y en a au moins 20 qui dorment autour de la gare. Ouais. Bon, à cette heure-ci, je pense pas qu'ils y soient, mais... Très bien. Ça traîne pas chaud, c'est grave. Donc tu restes dehors carrément là? Ça m'a peur. Tu rentres? Ah, tu rentres? Tu rentres pas, mais il gèle ici la nuit. Pas à l'intérieur. Il gèle la nuit. C'est ton matelas. D'accord, mais ici il fait très froid et c'est pas... C'est en plein vent ici. Et ça c'est ton couchage alors du coup? C'est un autre. Il a rien, il a un drap, c'est tout. Ah d'accord. Ouais. C'est une mission compliquée. Et du coup même le drap tu le laisses où? Tu l'as dans ton sac? Ouais. D'accord. On va trouver une solution. Déjà, trouver une couverture en attendant d'avoir envoyé l'évaluation. On n'a pas de sac de Moi, couchage. je vais ramener le soir, le sac, s'il faut. On va essayer de te trouver un sac de couchage, d'accord? En attendant. Si tu veux rester un peu avec nous, tu peux. Hein? Bon, on fait un tour autour de la gare, c'est comme tu veux. Hein? Hein? Ça va. D'accord, allez, on y va. C'est pas les jeunes, ça. Tu vois qu'il y en a qui arrivent à rester dedans quand même. We will wait your birth certificate. Until we don't have your certificate, you can just come here one day by week. Okay, and then when we have your certificate, you will come Monday, Wednesday, and Friday. टमाटर Bon appétit. Bon appétit, mon ami. J'ai appris à dire aux gamins, écoute, pour l'instant, là, ce soir, il n'y a pas de solution pour toi. Certainement que demain, il n'y en aura pas non plus. Donc voilà, ça c'est plus ou moins simple quand on ne connaît pas encore trop le jeune. Quand on a des jeunes qui doivent partir depuis longtemps, là, Omar, ça fait 1 mois et demi, 1 mois qui pourrait très bien être en maison d'enfance. Ça fait 1 mois que l'évaluation est envoyée, ça fait 1 mois qu'on a demandé la mise à l'abri en urgence en attendant qu'il ait une audience avec le juge des enfants. Ça fait 1 mois qu'on dit qu'il est vraiment en danger, c'est un gamin qui est en danger. Et ça fait toujours 1 mois qu'il est là. Donc quand je suis revenue de congé et que je l'ai revu, j'ai eu les boules, quoi. C'est dur à Yadia, Yana, Yan Bokabet, à Numero Fibese, 8 war, Kwana, Yana. I told him be patient here. Next week will be my 2 months, and I sleep outside
she'll be more careful outside. Yeah, and the weather sometimes be hot, sometimes be very cold. Yeah. I came here in February. Weather in Ghana is hot, but here cold. So it's like I put myself in the deep freezer, so I feel cold. In the night, my ears are not there. My hands is dead because I can't feel anything. I'm freeze. Il dit en partant, ils ramassent des cartons à la rue Saint-Fériol. C'est ça leur couchette. Et ils viennent là-bas à 0h, minuit. Et à 3h, 3h30, et les gardiens leur réveillent. Vous partez maintenant, il est l'heure de partir. Donc là, le temps, avant le matin, ils se promènent comme ça en ville pour attendre le jour. Quand ils viennent manger ici 3 fois par semaine, et les jours qu'ils ne viennent pas manger par semaine, ils fouillent dans les poubelles du McDo ou dans les restos pour manger, ou ils font la manche pour avoir un peu de sous pour se nourrir. Il dit que lorsqu'il n'est pas ici, il doit rester dehors dans la rue. Et qu'à cause de ça, il a attrapé une maladie de peau. Il est allé voir le médecin et que le médecin lui a dit voilà comment tu vis, dans quelles conditions. Il a dit que les conditions sont très mauvaises. Donc le médecin lui a dit il faut que tu prennes une douche, il faut que tu restes dans un endroit propre, ce qui n'est pas le cas. Donc il ne peut pas prendre la douche tous les jours, il doit rester dans des endroits qui ne sont pas propres lorsqu'il n'est pas à Samena. Sometimes a certain man is a coffee shop. I beg him to have my things, my blanket and my clothes. So sometimes I go there, he gave me chance to sleep there. Yesterday, last 3 days, he told me because of the summer, so many people are coming there, so he can't take me anymore. So I want to go outside. You come back Monday morning at 9:30 to speak with us about your situation. Bon week-end. Okay? Good luck. Ciao. Je suis parti, c'est mon père qui a décidé pour moi, parce qu'il fallait que quelqu'un parte de la maison pour gagner de l'argent ailleurs. Et aussi, à une époque, il y avait trop de problèmes politiques dans notre pays. À chaque fois qu'il y a des gens qui passent pour demander une protection, oui, ça me fait rappeler mon histoire aussi un peu. Ça m'arrive de faire des récits très difficiles. Dès que je finis ce récit, je sors. Je ne vais pas prendre les transports en commun parfois. J'essaie de marcher d'abord un petit peu. J'essaie de me protéger un peu. Je suis arrivé à Marseille, c'était 8h du soir. En sortant de la gare, je vois les escaliers, je vois une ville immense. J'ai eu peur parce que c'était la nuit, je me suis retrouvé tout seul.
My name is Omar Jacob. I came because I don't have anywhere to go. I lost my both parents in the bomb blast in Maiduguri because my father was a teacher. So it was when they died, I left my place because I don't have anywhere to go. So I left from Maiduguri, I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco. From Morocco, I crossed to Spain. From Spain, I came to, I don't know the name of the place, day before yesterday. So it was the policeman. I slept at the police station for 3 days, since on Saturday. Today, they directed us to this place. When the train stopped me, I don't have anywhere to go sit. I was cold. Somebody gave me this money that was still with me. I begged somebody that I need money. It was the person who gave me this €2. Okay. Je me suis rendu compte rapidement, et il faut aussi l'aborder, les jeunes reçus à l'image ne sont que des garçons. J'ai dû recevoir 1 ou 2 filles en quelques années. Et les jeunes filles, elles sont en extrême danger, bien entendu. Réseau de prostitution, réseau d'esclavage, qui menacent aussi les jeunes garçons. Mais les proies les plus faciles, ce sont les jeunes filles. Depuis qu'elle a reçu son invitation à quitter le territoire, elle a complètement, en fait, elle s'est effondrée, puisque c'est tout son projet migratoire qui s'effondre, où elle a du mal à se lever le matin, elle n'arrive plus à faire ses démarches, elle n'y croit plus. Et donc là, sa demande, c'est aidez-moi. Ce que tu dis là sur Maïmouna, elle est partie mineure, prise dans un réseau de traite, prostitution. Ouais. Exactement, voilà, c'est ça. Donc je vais un peu expliquer la différence entre un psychologue et un médecin. On a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Entre le spécialiste du corps et puis nous on était... Mais je lui ai dit, des fois aussi le corps, quand on n'est pas bien, il s'exprime. Ça c'est vrai avec tous les gamins. Mais ce qui se passe pour ces jeunes en particulier, arrivés à 18 ans, ils ne vont pas pouvoir rester en France. Donc des jeunes qui s'engagent dans un parcours d'apprentissage du français, de formation, et qui tout à coup, 18 ans, refus de régularisation. Maïmouna, là, elle a tout un parcours en l'espace d'1 an. T'as vu comment elle parle le français? Elle est arrivée, elle parlait pas. Là, maintenant, elle parle français. Elle a un projet, elle s'est investie dans des stages. Et tout à coup, là, on va avoir 18 ans début juin, et on lui dit, de toute façon, il n'y a aucun espoir, il faut te préparer à rentrer chez toi. Mais rentrer chez moi, mais c'est inenvisageable. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que plus les dates butoirs se rapprochent, et plus c'est des jeunes qui vont mal, qui sont pleins d'angoisse, et qui n'arrivent plus à penser à d'autres choses, ils n'arrivent même plus à travailler, à étudier, à faire quoi que ce soit. Tu l'as retrouvé, Salim? Oui. Il est arrivé quand? Alors il est arrivé en avril 2015, il a commencé à être pris en charge par le Samena en avril. Et il est pris en charge dans cette MEX-là depuis le mois de juillet. J'ai vécu pendant plusieurs années ici. Et chaque fois que je viens ici, c'est comme ma maison. Donc, oui, cet endroit, c'est important dans ma vie. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant les éducateurs. Quand je suis arrivé en France, j'étais encore un enfant. J'ai appris la vie ici. Maintenant, ça va pour moi. In my class school,
I'm the top of my class because I work hard. So I'm doing my best to forget the past. In the future, I want to go and bring my sister here because it's not okay with me because I sometimes think about my sister and my grandmother a lot, every day. Yeah. I have 4 friends in Adaptres. So they told me, when I saw the boys in the street, they told me they have problem with their documents. So now they are out on the street. So sometimes when Foyer gave me money, I gave them 5 euro to buy food. I gather them, we buy food, we eat together. I sometimes gave them shampoo. Foyer gave me shampoo, liquid soap. I gave to them. I gave them card, bus ticket. Yeah, because Foyer gave every day they give me bus ticket. So I don't use them. I gave to them because I've been there. I've been there before. I know what the situation is. This I know. So yeah. Moi, Ibrahim. Oh, mon frère. Ton pote, ça va? Ouais. Et vous étiez au même moment au Saint-Ménin tous les deux? Ah oui? Adaptres. Adaptres même, foyer même, école même. Ah oui. Ah oui. Oui, une fois qu'un jeune quitte son pays pour venir ici, il reste quelques années en France. Même si on l'envoie dans son pays, il ne va pas vouloir rester dans son pays. Parce qu'il a découvert d'autres mondes ici. Même si on les envoie, ils reviendront. Hayat Türkiye'de insan benim için Türkiye'de yaşım olsam hani misal bir paranın değerini bilemem. Şimdi tek başıma buraya geldiğim için burada hani hayatı alınıyor benim için. Yani ne kadar ailen orada olsa da, arkadaşların orada olsa da oraya tercih ediyorsun. He, burayı tercih ediyorum. Çünkü burayı ne kadar zorluk öğrenirsen hayatı o güzel daha yaşarsın. Yani her şeyin kıymetini daha iyi bilirsin. Bura benim için uygun iyi. Uygun yani. Burada kalmayı düşünüyorum. À l'âge de 18 ans, ils ont peur qu'on ne régularise pas leur situation, que si on est dans un foyer, si à 18 ans, si on nous demande de partir comme ça, c'est très difficile. C'est très difficile, la personne peut se sentir psychologiquement maltraitée. Et déjà qu'un jeune qui rentre dans un foyer, il est intégré. Moi je pense qu'à l'âge de 18 ans, même si il faut qu'on les régularise en fait, moi je dirais, parce que c'est important, parce que ces jeunes-là, c'est l'avenir de la France. سنة حلوة Roméo, quel âge, frère? 17 ans. Inch'Allah, après 18, encore comme ça. Inch'Allah. Après, ciao. C'est bon. Les cadeaux de... Tu comprends, hein? Tu veux un gâteau au chocolat? Voici le briquet. Ouais, je dors avec lui. Tu restes avec lui? Ouais. C'est bien. Ah, moi, je te verrai peut-être vers midi au bureau. D'accord? Allez, à bientôt. Quel âge vous avez, les gars? Bientôt 17. Et toi? Pareil. Vous arrivez de quel pays? Algérie? Là-bas? Ouais. Vous avez quoi comme papier sur vous? On va dire très rapidement parce que là, ta majorité, elle n'est pas si longue que ça, quoi. Ça veut dire que tu as 17 ans et 5 mois. Ah ouais. C'est lui. 17 ans et 5 mois. Le temps du placement, je ne sais même pas si on pourra obtenir une protection pour toi.
Marelle tout à l'heure? Non. Donc en fait, on a 2 jeunes d'Afghanistan qui ont débarqué à Image Santé hier soir. 2 frères. Hier soir, on les a accompagnés au commissariat de Noailles, qui n'a pas voulu... qui les a renvoyés vers le Saamena, en fait, sauf que le Saamena était fermé. Donc ils ont passé la nuit dehors. Donc il y a le petit frère Iman qui a 13 ans et le grand frère qui a 15 ou 16 ans. Là, concrètement, ils sont revenus, ils sont dans nos locaux. Mais ils ont dormi dehors. Mais on peut pas même les héberger à l'hôtel, j'en sais rien. Là, il a 13 ans, donc demain, on s'amène. Ok. Au revoir. Voilà. Il n'y a pas de solution. Nous n'avons pas de solution. C'est pas des primo? Si, là, je suis pas bien, là. Ouais. Non, mais je vois pas... tout le monde s'en fout, donc... Je sais pas. Voilà, donc ils sont 64, en tout cas déclarés, recensés, quoi. Donc en plus, c'est peut-être beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a 64 mineurs isolés étrangers déclarés auprès du service d'aide sociale à l'enfance à la rue à Marseille. Alors, là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour que vous puissiez aller dormir ce soir. خب نگاه ما فعلا کوشش میکنیم که یک راه حل براتون پیدا کنیم که امشب یک جا شما استراحت کنین درست است؟ C'est pourquoi le système des familles d'accueil n'est pas développé ici, où effectivement des gens pourraient être sollicités dans l'urgence pour mettre à l'abri des enfants. Non, mais concrètement, là, la seule solution qu'on a, c'est de faire appel à un collectif. Non, mais c'est étonnant comment finalement ces logiques institutionnelles finissent par nous en tant que citoyens, mais par nous pousser dans les marges, à la limite de la fraude, dans les réseaux un petit peu... Ben, appelle ton contact alors. Et après, il faut vraiment qu'ils aillent demain matin à 9h au Saamena. Donc là, maintenant, on attend la réponse d'un hébergement secret. Secret. Alors, on a trouvé quelqu'un qui peut vous prendre à dormir chez lui ce soir. خب میگم ما یک نفر پیدا کردیم برای امشب خانه اونا امشب شما استراحت کنیم. Ok. Donc c'est tranquille pour ce soir, vous êtes au chaud. Vous allez venir 3 par 3, ok? Amam, my name is Maria. Okay, welcome. Welcome here. You want to take breakfast with us? Okay. Lunch, 12:30. We eat all together. Yes? Do you want to wash? How do you travel? Me? Yeah. To Afghanistan, Yeah. Iran, Turkey, Macedonia, Sırbistan, Autriche, et France. You need to be strong. Okay? Oh, I am strong because I know my you're small strong. brother. Small brother, it's another story. Small brother is really, really small, so I will call to see a place for him. Okay? But for you, you will. 2% is one. No, we are going. My brother, we are going. No. Yeah, but for the moment, it will be like this. For the moment, maybe he will have place. I don't know when, but soon, and you will have place after. No, 2%. No, it's not possible. It's not possible because there's a lot of child that have your age, 16 years old. You're not the only one. You understand? So you just came today
And a lot of boys are waiting. Alors, je t'écoute. Ok. Ouais. Amam et Omid. Ah, super. Ok, aujourd'hui. Super. Ok, parfait. Très bien. Merci. Bye Sophie, bon week-end. Merci, au revoir. Super. Vous avez une place tous les deux en foyer. Tous les deux. Foyer. House? Yes, house. Tonight. Yes. Both of you. Brother. The same house. Ok. C'est super. C'est... Vous avez beaucoup de chance. A lot of chance. Merci. Ouais. You have a lot of chance because they have exceptionally another place. Merci. Teşekkür. Combien de pays traversés, combien de frontières dépassées, et me voilà, m'en voulez-vous? Je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout. Arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous. Rebonsoir et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de suite en s'intéressant au sort réservé aujourd'hui en France aux enfants seuls, aux mineurs isolés qui ont immigré dans notre pays. Et pour parler de ce sujet, de ce film que nous venons de voir, avec nous 4 invités pour ce Droit de suite ce soir. Tout d'abord le réalisateur de ce documentaire, Rachid Oujdi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, animateur et documentariste, donc on l'a vu avec ce film que nous venons de voir intitulé « Récit d'une jeunesse exilée » sur lequel bien sûr nous allons revenir dans un tout petit instant ce soir dans ce Droit de suite. Erwan Binet est également à nos côtés, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de l'Isère, vous avez été le rapporteur du projet de loi sur le mariage pour tous et plus proche de notre sujet, rapporteur d'un projet de loi sur le droit des étrangers en France. En face de vous, Aurélie Guiton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, coordinatrice de la plateforme Infomi. Infomi, c'est un centre d'échange et de ressources pour les mineurs isolés étrangers. Et grâce à vous, on va en savoir beaucoup plus sur cette population qui nous concerne ce soir. Et puis enfin, avec nous ce soir, François-Noël Buffet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur du Rhône. Vous êtes un des tout bon spécialiste du côté du Palais du Luxembourg sur les questions d'immigration. Et vous êtes aussi le secrétaire national Les Républicains chargé de cette question de l'immigration. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Rachid Oujdi, évidemment, je me tourne d'abord vers vous. Comment vous est venue l'idée de réaliser ce film sur ce sujet précisément ? En fait, c'est un cumul de plusieurs choses. Autour de moi, il y a des gens qui travaillent auprès de ces jeunes personnes vulnérables. Oui. Parce que de plus en plus, j'entends un ensemble... En fait, ce qui se passe... Donc, ce sont des éducateurs, en fait, du personnel social qu'on a vu dans ce documentaire qui vous a alerté sur ce sujet en vous disant « Attendez, là, il y a forcément un film à faire ». Exactement, il y a un film à faire et puis en fait on n'utilise pas les bons termes. La preuve, vous parlez d'immigration, ce ne sont pas des immigrés, ce sont des mineurs isolés. Alors justement, en plus au niveau des termes de droit, on utilise différents... Ce sont des mineurs isolés qui ont immigré dans notre pays. Non, la notion de migration, en fait, on peut utiliser le terme à partir du moment où les gens sont posés quelque part. Eux, ils ne sont pas posés, pardon, ils sont en transit. Bon. Et comme ils sont mineurs, ils rentrent sous le coup de la protection de l'enfance en danger. C'est ce que vous... c'est ce que vous dites bien entendu au tout début du film, ce qu'on va redire. Pourquoi Marseille ? Vous avez tourné ce film dans les Bouches-du-Rhône, parce que la gestion de ces enfants, de ces jeunes hommes, de ces jeunes femmes, se fait à l'échelle départementale. Exactement, puisque en fait, depuis la décentralisation, donc la protection de l'enfance, elle est confiée au conseil départemental. Ouais. Et pourquoi les Bouches-du-Rhône, alors, dans ce film ? Alors, parce que, en fait, je n'habite pas très loin, parce que j'aime filmer cette ville, qui est pleine, justement, de paradoxes, enfin, il se passe plein de choses, et que je trouve que ce qui se passe dans cette ville, c'est un effet loupe de ce qui se passe au niveau national. Voilà, il n'y a pas que la marchande de poissons sur le Vieux-Port, il n'y a pas que la Bonne Mère et le stade Vélodrome, il y a aussi cette multitude de choses au niveau sociétal qui se
se passe, dont la problématique des mineurs isolés et des jeunes adultes non accompagnés. Et sur les Bouches-du-Rhône, c'est un peu particulier, c'est un peu complexe. Voilà. Bon, on a mieux compris votre démarche. On va revoir quelques extraits, bien sûr, dans ce droit de suite de ce film. Et on va commencer par celui-ci. C'est Oumo. C'est une jeune fille de 17 ans qui nous est arrivée du Nigeria et qui témoigne dans votre film. On l'écoute, on regarde, on écoute son récit et ensuite on en reparle, bien sûr, juste après. My name is Omar Jacob. I came because I don't have anywhere to go. I lost my both parents in the bomb blast in Maiduguri because my father was a teacher. So it was when they died, I left my place because I don't have anywhere to go. So I left from Maiduguri, I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco. From Morocco, I crossed to Spain. From Spain, I came to, I don't know the name of the place, day before yesterday. So it was the policeman. I slept at the police station for 3 days, since on Saturday. Today, they directed us to this place. When the train stopped me, I don't have anywhere to go sit. I was cold. Somebody gave me this money that was still with me. I begged somebody that I need money. It was the person who gave me this €2. Okay. Un témoignage très fort de cette jeune Nigérienne qui est partie à Calais après ce tournage. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'elle est devenue, vous ne le savez pas vous-même. Non, il y a plusieurs suppositions, mais on ne sait pas. Voilà. Et puis alors il y a ce panneau, ça cadre un petit peu notre débat de ce soir. C'est ce qu'on voit apparaître au tout début de ce documentaire, mais c'est important pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Le 20 novembre 1989, la France a signé et ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Autrement dit, toute personne âgée de moins de 18 ans doit être protégée, quel que soit son sexe, sa religion, ses origines et sa nationalité. La France a un droit de protection pour les mineurs sur son territoire. Ils ne sont pas expulsables concernant les mineurs étrangers. Et puis en France, vous l'avez également rappelé dans ce film, l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, on va souvent en parler, j'imagine, tout de suite, a pour mission d'assurer la protection de l'enfance qui dépend de chaque conseil départemental. Je me tourne vers vous pour savoir de quelle population nous parlons exactement, combien d'enfants sont concernés, ces enfants isolés, étrangers. De combien d'enfants parlons-nous aujourd'hui en France ? Alors, sur les chiffres, sur les mineurs isolés étrangers et mineurs non accompagnés, on a très peu de chiffres fiables en France puisque c'est une population extrêmement volatile. Oui. On l'a vu dans le reportage, ils ont un parcours déjà international assez conséquent. Et en France aussi, ça va être une population qui va bouger beaucoup. Les seuls chiffres fiables à l'heure actuelle que nous avons sur les mineurs isolés étrangers, ce sont les chiffres du ministère de la Justice, suite effectivement à ce qu'on appelle l'évaluation, où on va vérifier que le mineur est mineur et qu'il est isolé. Il va y avoir une décision de justice qui va placer l'enfant au sein de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, selon ces chiffres, au 23 septembre 2016, on parlait donc de 4 997 mineurs isolés étrangers placés sur l'année 2016 au sein de l'aide sociale à l'enfance. Oui. Et sur 2015, au 31 décembre 2015, le nombre de mineurs isolés étrangers placés en France métropolitaine était de 5 990. Donc, on est sur une population quand même qui est minime par rapport aux autres chiffres qui concernent les migrations internationales et les migrants majeurs, où là, je pense que vous avez peut-être... Non, mais c'est bien de le préciser, on est sur effectivement des proportions mineures par rapport à l'ensemble de la population, et en intégrant les personnes majeures, cette fois. Je crois qu'il y a environ 80% de jeunes hommes et 20% de jeunes femmes. C'est à peu près cette proportion qui, en préparant cette émission, ce sont les chiffres que j'ai vus apparaître. Et puis il y a les départements justement qui les accueillent. Et là, alors évidemment, les 2 tiers, je crois, c'est Paris et la Seine-Saint-Denis. Ça pose un souci, on va peut-être y revenir tout à l'heure, de répartition de ces enfants sur notre territoire. Et puis je crois que c'est l'Ille-et-Vilaine, en Bretagne, qui est le 3e département aujourd'hui en termes d'accueil. Dans la situation d'urgence, l'accueil, la prise en charge de ces jeunes qui est bien décrit dans ce documentaire. Vous avez été les suivre au plus près, à la fois ces enfants d'ailleurs et les éducateurs, les médecins qui sont chargés de ce suivi. Quel problème vous mettriez en avant en premier lieu ? Dans l'urgence, l'accueil de ces enfants.
Vous venez de rappeler tout à l'heure, il y a à peu près 12 départements français qui accueillent la majorité des mineurs isolés étrangers. C'est à peu près le chiffre précis, c'est celui-là. Ensuite, la question, c'est l'urgence des premières heures pour pouvoir d'abord identifier la problématique et puis ensuite trouver l'hébergement. Et comme cela a été rappelé également, c'est au procureur de la République ou au juge des enfants qui va décider à quel endroit l'enfant sera, où il ira exactement, où il sera accueilli très précisément. Puis après commence un long parcours. Donc, mais ça, c'est une période particulièrement critique pour les jeunes. Oui, on l'a vu. Et on le voit dans ce documentaire. On l'a vu parce que c'est l'arrivée, c'est l'inconnu d'abord pour l'enfant, c'est aussi l'inconnu pour celui qui le reçoit pour essayer de savoir d'où il vient, quelle est son histoire, quelle est sa situation. C'est la question de l'évaluation de l'âge, parce que tout le monde sait que c'est ce qui fait débat quand on est des jeunes ados qui ont 17, 18 ans. Est-ce qu'ils ont plus, pas plus? Ça pose l'éternelle question de savoir Donc s'ils sont pour notre mineurs ou pas. administration, c'est d'être capable d'identifier ces jeunes, identifier leur parcours et leur âge, et les identifier. Il y a d'ailleurs ces fameux tests osseux qui sont évoqués dans votre film. On va d'ailleurs repasser un extrait. Est-ce qu'en pense un des médecins que vous avez rencontré à ce sujet? Puis je vous donne la parole juste après Erwan Binet. On ne peut pas déterminer au regard l'âge de quelqu'un. Et comme bien entendu dans cette problématique des mineurs isolés étrangers, la question c'est la minorité, il faut que les autorités décident il a moins ou plus de 18 ans. Et donc, les autorités se sont emparées d'un certain nombre de tests, oui, c'est le mot, hein, qui sont connus pour n'avoir aucune valeur. Le test osseux a une approximation d'une quinzaine de mois. Donc, quand on s'annonce comme ayant 17 ans, le test osseux peut aller de 15 à 19, quoi, en gros. 15 à 19. Donc, l'autorité judiciaire peut s'emparer du résultat en disant, voilà, moi j'ai ce résultat-là, pour moi il est majeur, donc je l'exclus du dispositif de l'ASE. Voilà, l'étape numéro 1, c'est donc l'identification avec ces fameux tests osseux dont vous parlez dans ce film, qui ont fait beaucoup réagir certaines associations humanitaires. Avant d'arriver sur l'étape osseuse, et pour revenir à votre question précédente, l'urgence, c'est la mise à l'abri. Ce n'est pas l'identification de l'enfant. La première urgence, c'est la mise à l'abri. L'hébergement, la loi donne 5 jours au département pour cette mise à l'abri, quelle que soit la situation. À partir du moment où une personne étrangère ou isolée se dit mineure, elle doit être mise à l'abri pendant 5 jours. Et pendant ces 5 jours, on doit vérifier son caractère d'isolement et sa minorité. Et effectivement, pour évaluer la minorité, il y a un premier élément, ce sont les actes d'état civil, c'est la pièce d'identité. Par principe, elle fait foi, c'est l'article 47 du Code civil. On sait que dans la pratique, ce n'est pas toujours accepté par les services. Il peut y avoir des vérifications aussi derrière. Et derrière, il y a aussi une série d'actes. D'abord social, c'est un entretien avec les éducateurs, avec les travailleurs sociaux. Pour moi, c'est la chose la plus importante pour déterminer l'âge, avant même des examens médicaux qui doivent intervenir vraiment à titre subsidiaire si on a un vrai doute. Le médecin, là, par principe, doute au-delà des examens médicaux et des tests osseux, du principe de pouvoir déterminer l'âge de la personne. Il va au-delà de la façon dont on le détermine. Mais nous sommes obligés de le faire, parce que si vous êtes mineur, si vous êtes majeur, vous n'êtes pas couvert par les mêmes lois, et vous êtes beaucoup mieux protégé si vous êtes mineur. Même Donc si le médecin en question doute sur la pertinence scientifique. Mais il a raison, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la loi de protection de l'enfance de mars dernier, nous avons complètement changé un dispositif d'ailleurs qui n'existait pas par la loi. Donc nous l'avons fortement encadré. Il doit se faire au bénéfice, le doute doit bénéficier aux mineurs. Ce ne doit pouvoir être demandé que dans un cadre juridictionnel et puis avec la notion de marge d'erreur, etc. Donc on a encadré ça fortement depuis mars dernier. À vous écouter, finalement, il y a 5 jours, il y a un sas de 5 jours, cette période critique, l'accueil, la prise en charge et surtout un toit, vous l'avez dit, à vous écouter, mais voilà, les choses doivent se passer à peu près normalement. Et on a l'impression que tout ça se passe tranquillement et normalement pour ces jeunes. Et puis alors, quand on regarde votre
documentaire, c'est pas le cas. C'est pas le cas, effectivement, parce que par rapport à cette problématique, notamment des papiers, parce que certains arrivent avec des documents, donc il faut vérifier les documents, mais certains arrivent sans documents. Les documents ont été perdus, ou enfin voilà, il y a tout un. Et donc en fait, il y a toujours cette suspicion autour de l'âge, et en attendant en fait que, notamment l'aide sociale à l'enfance prenne compte de la vulnérabilité de ces jeunes. Certains, moi pendant le tournage, j'ai rencontré un jeune qui est resté 1 an à la rue. Et la rue, en fait, parfois, avec les réseaux malveillants, ce sont des dangers. Et il peut arriver, moi j'ai des parcours de vie de jeunes où tout le parcours qu'ils ont mené pour arriver jusqu'à nous est moins dangereux que de rester à la rue pendant 1 an, ou des fois c'est quelques semaines, des fois c'est quelques mois. En tout cas, c'est plus dangereux la rue ici en France que tout le périple qu'ils ont traversé. Alors ces réseaux malveillants auxquels vous faites référence, il y a un éducateur aussi dans ce film qui en parlait, on le regarde. Il est très difficile d'accompagner des jeunes qui sont dans une grande précarité. Il y a à Marseille des réseaux communautaires qui sont bienveillants et heureusement qu'on les a parce qu'ils aident ces jeunes dans un temps, dans le temps de l'arrivée, en attendant les procédures, et on travaille avec eux. Il y a aussi des réseaux à Marseille qui ne sont pas du tout bienveillants, des réseaux d'exploitation, des réseaux de traite. Donc on a des jeunes qui sont en risque de prostitution, on a des jeunes qui sont en exploitation, pas en risque mais en exploitation. Alors ces réseaux malveillants, bien sûr, ils existent, ils sont là, et puis les proies sont faciles finalement, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes filles, vous le dites aussi dans ce documentaire. Ça, ce sont des choses qu'on arrive à évaluer, ces jeunes qu'on arrive à perdre de vue, qui sortent du système et qui rentrent dans ces réseaux malveillants, bien malgré eux, j'imagine. Au moment de l'évaluation, c'est très compliqué de repérer ce genre de choses. Pour revenir un petit peu en arrière sur l'évaluation, on a essayé effectivement avec la loi du 14 mars 2016 qui réforme la protection de l'enfance d'harmoniser les pratiques sur ces 5 jours. Puisqu'il faut rappeler qu'il y a autant de pratiques au niveau de l'évaluation qu'il y a de conseils départementaux, puisque c'est les conseils départementaux qui mettent en œuvre l'évaluation. C'est important de le préciser. Et sur la composition des équipes des évaluateurs, ce qui a été remonté depuis des années, c'est qu'effectivement souvent il y avait des profils de juristes ou de spécialistes de relations internationales. Mais pour évaluer la minorité, l'isolement et surtout la vulnérabilité d'un enfant, il faut du professionnel formé. Il faut des travailleurs sociaux formés et formés à la thématique du mineur isolé étranger et aux questions de vulnérabilité dont la traite des êtres humains. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à évaluer en l'espace de 5 jours. C'est très court. On va poser à l'enfant des questions sur son parcours, sur effectivement la nature de ses liens avec sa famille, comment il est arrivé là. Et c'est des choses qui ne sont pas toujours abordées lors de l'évaluation, ces questions de traite. Et on va avoir des enfants qui vont sortir de l'évaluation parce qu'évalués majeurs ou parce qu'ils n'ont pas eu accès à cette évaluation et qui seront captés par ces réseaux. Alors on parle souvent des jeunes filles qui sont évidemment des proies très faciles, très vulnérables, mais on omet aussi parfois que les jeunes garçons sont aussi la proie de ces réseaux-là. Et dans certains territoires en France métropolitaine, on sait qu'on a des gros risques, on a des réseaux très organisés et malheureusement, on perd quand même des enfants dans cette configuration-là. Cet accueil justement des jeunes, ces fameux 5 jours dont on parle là, ce moment assez crucial, l'accueil, la prise en charge, ça se passe essentiellement dans les départements où ces jeunes arrivent, ou alors ça se passe à Paris, c'est centralisé et ensuite redispatché dans différents départements, ou alors c'est beaucoup plus anarchique que ça? Ça se passe dans les départements où les jeunes arrivent. Ah oui. Et puis ensuite, il y a des décisions d'affectation, mais ça se passe d'abord dans le département dans lequel ils arrivent, d'où d'ailleurs la compétence départementale de l'aide sociale à l'enfance. Et donc ils arrivent surtout à Paris, alors les Bouches-du-Rhône. Après, les portes d'entrée sont différentes, ça peut être Roissy notamment. Hein. Oui. Roissy est un lieu où les mineurs isolés arrivent en masse, en masse, quand on dit, pas exagéré non plus, il y en a 345 de mémoire qui sont arrivés l'année dernière par Roissy-Charles de Gaulle sur 350 ou 360 au total. Donc voilà, et puis c'est aussi la Méditerranée, beaucoup Marseille, bien sûr. C'est 2 portes d'entrée principales des mineurs isolés qui arrivent sur le territoire métropolitain. Parce que sur Marseille, ils arrivent en fait en train, en bateau, en bus, enfin tous les moyens de transport et de communication. Ils arrivent par l'Espagne, ils arrivent par l'Italie et ils arrivent aussi directement de la Méditerranée, quoi. Donc effectivement, c'est un flot de passage important, d'où pour moi l'importance de le faire à Marseille et de ne pas le faire à Calais, puisque là on est dans une autre problématique. C'est vraiment autre chose. C'était vraiment, à Marseille, c'est vraiment une porte d'entrée, un flux, et ça concerne effectivement le bassin méditerranéen, l'Afrique, maintenant l'Asie. Et vous avez des jeunes qui arrivent seuls, effectivement, pas par définition parce qu'ils sont isolés, puis d'autres qui arrivent seuls, mais via des réseaux, et dont on parlait, des réseaux mafieux qui sont là.
des réseaux de prostitution principalement, des réseaux de trafic de drogue, des réseaux de toute nature, qui, une fois présents sur le territoire national, profitent de ces enfants-là pour tirer profit de leur présence et puis tout ce qu'on peut imaginer derrière. Et c'est vrai que c'est incontestable que les jeunes filles sont des proies terribles. J'utilise le terme de proie, mais elles sont dans un danger maximal. Et donc, on doit être très, très, très vigilant, bien sûr. Alors, je pensais à la répartition territoriale, c'est important, avec ces chiffres très déséquilibrés selon les départements. C'est important de le dire, quand même. Oui, justement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont les départements la situation de Marseille est quand qui même ont une politique volontariste en la matière, puis il y en a qui, visiblement, l'ont moins, beaucoup moins, d'ailleurs. Oui, on peut le dire. Donc, oui, c'est important de dire que Marseille, quand même, vous l'avez dit, est une porte d'entrée traditionnelle, et donc où il y a une organisation où on va dire un débordement peut-être de la compétence du département, si ce n'est une carence de la compétence du département. Peut-être que le département ne veut pas donner suffisamment de moyens dans un bras de fer qui pourrait l'opposer à l'État, parce qu'il y a aussi des prises en charge de l'État dans cette affaire-là, dans les 5 premiers jours notamment. Donc il peut y avoir des bras de fer entre les départements et les services de l'État. Les enfants en sont les victimes, c'est dramatique. Mais il y a certains départements, ça existe dans mon département en Isère. Nous avons à peu près, l'année dernière, en 2015, on avait 260 mineurs isolés étrangers. Il n'y en a pas dehors. Ou s'il y en a dehors, c'est vraiment dans une toute petite période. Simplement parce que nous avons réussi, il y a une volonté politique aussi. Et même si les deux départements sont des départements LR, il n'y a pas de souci, il y a une volonté politique. Et puis, il n'y a pas aussi un flux aussi important. Donc ça joue. C'est important de dire que la situation qu'on vient de voir. On pourrait se dire, voilà, on va centraliser ces jeunes à un moment, à une gestion. Et puis, dispatcher, alors suivant une péréquation, c'est prévu. Absolument. Et ce n'est pas le cas. Si ? Alors, si c'est ou le en cas, partie seulement. Il faut dissocier les départements d'arrivée des jeunes mineurs isolés étrangers qui vont se présenter, où là, effectivement, il y a des grosses disparités, mais on n'y peut rien. Le jeune arrive sur un département, il se présente au service du conseil départemental, il a l'obligation de le mettre à l'abri, de l'évaluer. Et ensuite, il y a des départements comme l'Isère, je crois, qui sont des départements de réorientation. Effectivement, une fois que le mineur est reconnu mineur par le conseil départemental et ou par le juge, puisque effectivement il y a un recours aussi suite à la décision du conseil départemental, la cellule au niveau du ministère de la Justice va réorienter nationalement le mineur, évalué mineur, vers un département d'accueil pour soulager, alors on parle de l'Île de France, Paris, pour soulager la Seine-Saint-Denis. Oui. Claude Barthelone avait carrément suspendu l'accueil de ses invités, de ces jeunes, parce que son département, malheureusement, avait une proportion très importante d'une partie de ces jeunes. Et à un moment, il avait décidé de suspendre en attendant justement un dispatching plutôt favorable à son département, pour lequel c'était assez lourd. Il y a des histoires d'argent derrière, forcément. C'est intéressant ce que vous me dites, parce que j'ai vu qu'en Ille-et-Vilaine, l'ancien président du conseil départemental estimait le coût de chaque jeune homme ou jeune femme pris en charge à entre 50 000 et 60 000 euros par an. Donc là, il faut faire preuve d'une véritable volonté politique, parce que c'est un véritable coût. C'est 150, l'estimation qui est faite, c'est 150 euros par jour. Ce qui est le prix pour un enfant français qui relève de l'aide sociale à l'enfance. Par jour. Non, mais moi, je ne porte pas de jugement sur le montant. Je dis c'est 150 euros par jour. Et les départements qui les gardent en moyenne entre 18 et 22 mois, sur 22 mois, c'est 100 000 euros. Voilà, pour parler de choses concrètes. Donc là, il faut faire preuve de volonté politique. Il faut faire preuve de volonté politique. Je crois qu'il faut surtout faire preuve d'un impératif qui est majeur, c'est celui de protéger ces mineurs, parce qu'on ne peut pas les laisser dans la situation dans laquelle ils sont. C'est un coup, il est comme ça, mais il faut l'assumer. Alors après, il faut peut-être mieux l'organiser sur la répartition du territoire. La question du financement pas exclusivement, mais majoritairement départemental, peut se poser, et à ce moment-là, d'avoir une discussion plus nationale. Ça pourrait être cohérent qu'on ait une solidarité nationale. Oui. Alors, parce que ce phénomène s'amplifie, d'où l'importance de sensibiliser évidemment et puis ce sont des politiques les personnes qui nous regardent ce soir. On peut parfaitement imaginer qu'on traite le coût financier à l'échelle nationale, pas simplement sur le poids des départements qui ont déjà beaucoup de charges. Non, mais alors simplement ce chiffre, pas trop de chiffres, je sais, mais c'est moi qui les donne. Mais en Ille-et-Vilaine, troisième département derrière Paris, Seine-Saint-Denis, il y avait 5 jeunes concernés au début des années 2000. Il y en a aujourd'hui 450 en Ille-et-Vilaine. Alors il y a eu une volonté politique de ce conseil départemental, anciennement conseil général, d'accueillir ces jeunes, mais enfin on voit bien que le phénomène a tendance à s'amplifier.
Simplement sur les financements, je reviens, c'est-à-dire que la partie des 5 jours est financée par l'État. Ça, il faut le rappeler. Ce n'est pas les fonds des conseils départementaux, c'est une prise en charge étatique sur les 5 jours. Une fois que l'enfant est placé au niveau de la protection de l'enfance, il relève, comme tout enfant en danger en France, de la protection de l'enfance. Et donc, on tombe sur les standards du prix journée de la protection de l'enfance qui varie entre 130 et 170 €. Le Code de l'action sociale et des familles en France est très clair, il n'y a pas de condition de nationalité pour avoir accès à la protection de l'enfance. Donc ce coût, en fait, souvent on parle d'enveloppe globale, quand on le ramène à un prix journée pour ces enfants, c'est pas la même, il n'y a pas de grande différence. En Bretagne, là je reprends cet exemple de l'Ille-et-Vilaine parce que j'ai eu l'occasion de le regarder un petit peu avant de faire cette émission. Bon, il y a quand même des élus qui se sont étonnés de ce coût parce qu'ils disent, de toute façon, ce budget dévoué à l'enfance dans mon conseil général à l'époque, il n'est pas extensible. C'est-à-dire que, évidemment, j'en mets plus pour accueillir ces jeunes immigrés, même si vous n'aimez pas ce terme, que pour mes enfants d'Ille-et-Vilaine. Et donc ça a créé des tensions quand même. Si je peux juste me permettre quand même, et ça se fait de plus en plus, chaque fois qu'il y a une action en justice, quand justement certains conseils départementaux refusent la mise à l'abri de ces jeunes, chaque fois les conseils départementaux sont condamnés et l'amende journalière de non mise à l'abri en fait correspond ou est plus forte que le coût de mise à l'abri. C'est-à-dire que d'un côté, certains, en fait, conseils départementaux disent non, ça nous coûte trop cher, mais de l'autre côté, ils intentent. Enfin, il y a une action qui est mise en justice et ils vont perdre, donc ça va leur coûter plus cher. Donc c'est schizophrénique, c'est bizarre. Pour compléter, je rebondissais sur ce que vous disiez. À partir du moment où le mineur isolé étranger est reconnu mineur et isolé, peu importe qu'il soit afghan ou on lui doit protection. C'est le droit commun de la protection de l'enfance. Donc finalement, les conseils départementaux ne vont pas dépenser plus d'argent pour les mineurs isolés ou autres, ils vont simplement dépenser plus d'argent pour la protection de l'enfance. Et au sein de la protection de l'enfance, on aura effectivement, avec le système de répartition nationale, des enfants qui viennent d'Ouzbékistan, d'Afghanistan, de France, peu importe. Mais c'est le coût de la protection de l'enfance. Alors vous avez retrouvé Roméo. Et là, on est 6 mois après son arrivée en France. Et Roméo a été accueilli dans un foyer d'accueil. La vie reprend, la vie repart. On l'écoute. Maintenant, ça va pour moi. In my class school, I'm the top of my class because I work hard. So I'm doing my best to forget the past. In the future, I want to go and bring my sister here because it's not okay with me because I sometimes think about my sister and my grandmother a lot, every day. Yeah. Alors, il y a quand même quelque chose de très positif. Roméo s'est intégré, il est premier à son école. Il l'était en tout cas que lorsque vous avez tourné, c'est ce qu'il nous dit dans ce documentaire. Qu'en fait, là, il y a quand même quelque chose de positif, il y a un avenir pour ces jeunes disons qui sont en foyer, qui sont pris en charge. Ça y est, ils ont un toit, ils vont à l'école. Est-ce que c'est positif ce qu'on doit voir derrière cette réaction ou alors c'est pas aussi moi, je suis simple que ça, mitigé. encore Je suis une fois. mitigé. En fait, c'est complexe. C'est que en fait, c'est un sas. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué pendant le tournage, c'est qu'on met du temps pour les mettre à l'abri. Ensuite, ils sont mis à l'abri. Là, Roméo, c'est son cas. Mais arrive à 18 ans, c'est un coup près. C'est-à-dire qu'en fait, à 18 ans, le jour de son anniversaire, il sera plus protégé. Donc ce fameux coup près de la majorité. Voilà. Et certains ne sont pas régularisés, et ils deviennent sans papier, parfois sans abri, et retournent dans des réseaux... Vraiment de leur situation. À la majorité, il n'y a pas 36 alternatives finalement. Pour un Il y en a jeune. quand même plusieurs. Soit il a un titre de séjour, soit il a la nationalité française, ou alors on le reconduit aux frontières. Non, c'est pas si trop simple simple ce que je dis. On finit le reportage là sur les deux frères, là, Amam et Omid. Ils sont afghans, ils auront le statut de réfugié. Ils auront le statut de réfugié à 80%. Ils demanderont l'asile et ils l'obtiendront. Voilà, parce qu'on a un pays qui reconnaît très largement le statut de réfugié pour les personnes afghanes. Pour ceux qui viennent du Maghreb, c'est moins évident. La loi encore là de protection de l'enfance a apporté quelques garanties, avec les moyens évidemment qui sont disponibles dans les départements, mais il doit y avoir une préparation de l'arrivée de la majorité au moins 1 an avant. Alors évidemment, ça ne concerne pas ceux qui ont 17 ans et demi. C'est compliqué, cette Donc ça dépend beaucoup de l'origine de ces enfants. Il y a une préparation, il y a un accès plus facilité à la nationalité. Donc ils peuvent accéder
au bout de 2 ans ou de 3 ans, au lieu de 5, l'accès à la nationalité. Donc c'est très important pour leur intégration, d'autant plus que certains ont fait des efforts pour prendre la langue, pour s'intégrer dans la classe. Donc évidemment, il ne faut pas laisser ça par perte et profit. Aurélie Guiton, je vous sens avoir très envie d'intervenir là. Pour compléter ce panorama, effectivement, on commençait d'entrée de jeu l'émission en expliquant que les mineurs isolés étrangers ne peuvent pas être expulsés puisqu'ils n'ont pas à détenir de titre de séjour durant leur minorité. Absolument, ils sont inexpulsables. Exactement. Alors 18 ans, va se poser la question de la régularisation. Et là, on va avoir plusieurs cas, plusieurs possibilités en fonction de l'âge de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Tout va être conditionné, hormis, j'enlève la question des demandeurs d'asile et du statut de réfugié. Et en fonction des enfants, donc pour avoir la nationalité française, au jour d'aujourd'hui, un mineur isolé étranger doit être arrivé à l'âge de 14 ans en France, puisqu'il faut 3 ans de prise en charge aide sociale à l'enfance. On compte là-dessus les délais pour se voir reconnaître la minorité de l'isolement, on rajoute. Et ensuite, il y a un deuxième couperet au niveau des titres de séjour qui sont mobilisables par ces jeunes, c'est 16 ans. L'enfant qui va être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant 16 ans aura un titre de séjour vie privée familiale qui est favorable. L'enfant qui ne sera pas pris en charge avant 16 ans et à partir de 16 ans, là, ça va être plus compliqué pour lui puisqu'on va examiner sa scolarisation. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu dans ce reportage-là, mais qui, une fois qu'ils sont placés, va se poser comme question, puisqu'il faut des formations qualifiantes et non pas tout type de scolarisation. Alors, il y a ce fameux âge couperet, la majorité en France, 18 ans. En pratique, on arrive à se rendre compte que les enfants qui ont eu une formation, qui sont à l'école, qui sont même en voie de professionnalisation, voire même pour certains qui ont quasiment presque un contrat de travail, les préfectures, parce qu'heureusement on a gardé au préfet ce pouvoir-là, en général régularisent leur situation après 18 ans et ils peuvent continuer le parcours du travail qui a été fait. Et c'est, de mon point de vue, parfaitement normal. En ce qui concerne, c'est vrai, les demandeurs d'asile, notamment par exemple les mineurs, très peu d'entre eux ont demandé l'asile, sauf qu'on constate pour le début de l'année 2016 une augmentation importante, qui est presque de 100% de demandes d'asile pour les mineurs. Donc ça, c'est un phénomène nouveau. Et effectivement, selon les pays d'origine, et principalement l'Afghanistan pour nous, voire les pays d'Afrique subsaharienne, on accorde la protection, bien sûr, à ces enfants. Alors on voit Roméo aussi, il aimerait voir venir sa sœur, sa mère, bien sûr, qui lui manque, qui sont encore dans son pays d'origine. Après, ça vous paraît la logique aussi. Ces jeunes ont besoin d'avoir arrivé peut-être un certain membre de sa famille pour être moins seuls. C'est normal, c'est naturel. Après, une fois que sa situation est entre guillemets régularisé ou son statut est obtenu, il pourra faire valoir ses droits, bien sûr. C'est pas un statut MIE, mineur isolé étranger. Ça n'est pas un statut. Lorsqu'ils sont mineurs, ils sont mineurs isolés pris en charge par l'ASE. Lorsqu'ils sont majeurs, ils doivent rentrer dans le droit commun du droit des étrangers et ils doivent justifier leur présence dans le territoire en tant qu'étudiants, en tant que mineurs malades, parfois de séjour régulier, en tant que pour rapprochement familial, etc., etc. Donc on n'est pas sur un statut particulier d'étrangers. On est sur des mineurs, et donc des mineurs isolés ou des étrangers qui doivent justifier de leur présence. Je vais finir sur un sujet d'actualité, parce qu'il est devant nous, a priori, c'est ce que nous a promis le chef de l'État, François Hollande. Je veux parler de Calais. La jungle de Calais va être évacuée. D'après les chiffres dont je dispose, il y aurait 10 000 personnes à évacuer à Calais, dont 1 000 enfants, dont, parmi ces 1 000 enfants, 600 enfants isolés. Les jeunes femmes, les jeunes hommes dont on parle depuis le début de cette émission. Comment ça va se passer pour ces jeunes? Est-ce que vous avez déjà une idée? Là, on est sur il y a 600 jeunes hommes, jeunes femmes. Il faut déjà dire qu'une partie des discussions qui ont été ouvertes entre le gouvernement et les Britanniques, parce que beaucoup d'enfants ont de la famille en Grande-Bretagne, et depuis un temps récent, l'augmentation du nombre d'admis en Grande-Bretagne a été constatée. Donc, je crois de mémoire, à peu près 80 ou 100 enfants. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que là, on a le temps de l'anticiper, cette évacuation. Je crois que c'est 74, le chiffre exact, de jeunes mineurs qui ont été admis en Grande-Bretagne. Et puis, après, ils vont rentrer dans un système de protection tel qu'on le connaît aujourd'hui. Erwan Binet, vous êtes d'accord avec ça? On peut anticiper, là, on a le temps, on peut faire les choses correctement. Une partie des mineurs dont la famille est outre-Manche, et les discussions ont lieu avec les autorités britanniques. C'est pas toujours simple. Ça l'est peut-être aujourd'hui, mais le gouvernement
gouvernement travaille extrêmement discrètement et je pense que c'est dans l'intérêt des personnes, et notamment des mineurs, de le faire de manière discrète. L'évacuation du camp de Calais, j'insiste à nouveau, commence, enfin déjà bien entamée depuis des mois. On en est aujourd'hui à peu près 6000 migrants qui sont répartis partout en France. Ce sera la même chose pour les mineurs, évidemment dans le droit commun. Donc j'aurais dû vous demander ce que sont devenus ces jeunes déjà évacués de Calais. Peut-être ne le savez-vous pas. Certains sont placés, déjà certains ne restent ces pas là où ils enfants sont issus de placés. Calais, peut-être. C'est très compliqué sur la population des mineurs isolés étrangers à Calais. Grande-Sainte, c'est encore autre chose, mais à Calais, c'est-à-dire que sur les chiffres déjà, il y a des chiffres qui ont été annoncés bien plus hauts. Puisqu'on comptait certaines associations qui ont été mandatées pour faire des maraudes. Fin août, on était à 1129 mineurs isolés étrangers dans la jungle. Ce qui est compliqué sur les mineurs isolés étrangers à Calais, c'est qu'effectivement, il y a des mineurs qui relèvent de la réunification familiale et les autres non. Et il y a un problème aussi d'information juridique qui est donné au sein de ce camp, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs et pas toujours une information juridique fiable sur la protection de l'enfance. Et sur le démantèlement, beaucoup d'acteurs associatifs disent attention, une des populations volatiles sur Calais, c'est les mineurs isolés étrangers. On en a perdu lors du premier démantèlement. Il faut absolument, du coup, anticiper ces questions parce que là, on n'aura pas de zone repli pour ces mineurs-là. Alors, je voudrais juste un dernier mot. Il nous reste 15 secondes. On ne sort pas indemne quand on a tourné ce type de film. Vous avez peut-être des nouvelles, des éducateurs, de ceux et celles que vous avez rencontrés. Il y a évidemment ces enfants. Les professionnels, certains font avec cette injonction paradoxale, notamment les éducateurs, etc. D'autres se sont fait une raison et essayent d'apporter. Enfin, moi, une chose qui me semble importante, et je pense que ça transpire dans le film. Gardons au cœur du regard de ces jeunes l'humanité, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de notre humanité, nous adultes? Je vous propose de finir sur ce très joli mot. Merci beaucoup pour ce film. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite où nous nous interrogions sur le sort réservé aux mineurs isolés étrangers sur notre territoire en France. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur lcp.fr, réagir également sur #DDS, notre adresse Twitter. On y répond sur cette adresse Twitter. À très bientôt à tous et à toutes pour un prochain droit de suite avec bien sûr son documentaire et son débat. À bientôt. À l'affiche de grand écran, Les Heures souterraines, fiction signée Philippe Harel et tirée bien sûr du roman de Delphine de Vigan, paru en 2009, le premier roman sur ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement moral, la souffrance au travail, l'histoire de Mathilde, progressivement placardisée dans son entreprise par un patron pervers, un film qui nous invitera ensuite à nous demander si le travail ruine de plus en plus souvent la santé. Nous serons avec une psychologue, une romancière et le patron d'Orangina qui lui a de nouvelles méthodes de management dont il nous dit que ça rend ses salariés plus heureux. Grand écran avec France Culture. Grand écran présenté par Émilie Aubry, chaque dimanche à 20h30